des infractions de torture et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge du prévenu prénommé. En conséquence, l'en acquitte et le renvoie libre de toute fin de poursuite judiciaire. Ce dossier, par rapport à vous, est clôturé par rapport à l'action civile palestinienne. Mais quant aux personnes, aux autres complices, c'est au ministère public de voir s'il fait poursuivre la personne qui a procédé à la publication de cette vidéo compromettante. Et voilà, c'est ce que nous avons dit. Quant aux frais de l'instance, vous allez pendant 8 jours. Le greffier va calculer les frais, ça s'élève à combien? Voilà le jugement que nous avons prononcé. Eh bien, j'ai prononcé ici vos significations. Votre regard à l'égard des partis civils et même du ministère public qui est toujours présent avec nous. Parce qu'on ne peut pas prononcer un dossier sans le concours du ministère public. Plus rien n'étant, voir l'audience élevée. On est au tribunal. De vous condamner. Vous avez suivi la partie civile qui s'est ralliée au réquisitoire du ministère public ou aux réquisitions du ministère public et qui sollicite la réparation des préjudices subis par les clients. Vous avez suivi la République également, ici représentée, qui a désavoué vos actes, qui a parlé des actes des actes détachables. Dans ce cas-là, vous, ayant en dernier la parole, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? De vous condamner, de vous acquitter, vous sollicitez des circonstances atténuantes au lobby Nini. Qu'est-ce que vous dites au tribunal? Qu'est-ce que vous demandez? Actez, monsieur le greffier, qui a en dernier mot la parole. Allez-y, parlez. Merci beaucoup, monsieur le président, membres distingués, monsieur le procureur. Je vais dire mes derniers mots à ceci. Comme moi je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous acterez cela. Mais personnellement, je me retrouve que il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays, j'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, me pardonnez carrément.
Monsieur le greffier, ayant donné la parole, les prévenus présentent des excuses à toutes les femmes congolaises, demandent pardon au tribunal et sollicitent son acquittement. Sur ce, le tribunal clôt les débats dans cette affaire pour rendre son jugement dans 1 heure. Plus rien n'étant, l'audience est suspendue parce qu'elle va reprendre au moment du prononcé. De la République, vous avez 20 minutes. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, votre honneur. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par la voix de son porte-parole, a eu à condamner l'acte. A eu à condamner l'acte lors du compte rendu du Conseil des ministres de la fois dernière. Toutefois, nous venons devant votre tribunal pour démontrer en droit comme en fait que la responsabilité de l'État congolais ne saurait être engagée sur le fondement des articles 259 et suivants du Code civil congolais. Monsieur le Président, sur le principe de la responsabilité civile, parce que nous allons tout simplement nous appesantir sur notre rôle de civilement responsable. C'est à ce titre que nous avons été notifiés à comparaître par devant votre tribunal à l'audience de ce jour. Monsieur le Président, l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, stipule: tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et l'article 259 ajoute que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre. Cette disposition consacre la responsabilité du fait personnel. À titre exceptionnel, la responsabilité du fait d'autrui, mais cette dernière n'est engagée qu'à condition qu'il existe un lien de subordination, que l'acte décrié à ce jour, l'acte ou l'infraction que nous sommes tous en train de déplorer, a été commis dans l'exercice des fonctions et qu'il ne doit pas être détachable des services. Cependant, dans le cas d'espèce, nous disons ceci, Monsieur le Président, sur, premièrement, l'absence de faute de l'État congolais. L'État congolais n'a commis aucune faute. Pourquoi? Il est établi que l'État congolais a mis à la disposition de l'hôpital de référence de Kinkole les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement. Vous allez constater, Monsieur le Premier Président, courant mois de mars, il y a eu virement des sommes importantes via UBA pour le bon fonctionnement de cet hôpital de référence de Kinkole. Toujours courant mois de mars, l'État congolais, par le biais, je crois, du dépôt pharmaceutique Saint-Sauveur, a mis à la disposition de l'hôpital de référence de Kinkole tous les intrants nécessaires, à même de permettre à cet hôpital de Kinkole de faire très bien son travail conformément à la mission lui confiée. L'État congolais a mis à la disposition de l'hôpital de référence de Kinkole les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement, les produits médicaux requis
y compris les anesthésies, les anesthésiques. Aucun manquement organisationnel ou administratif n'est démontré. Vous avez suivi, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, distingué membre de la composition. Nulle part, que ce soit par les experts, que ce soit par quiconque qui est passé par devant votre tribunal, n'est arrivé à démontrer ou à montrer, ne serait-ce que par une petite faute, aucun manquement organisationnel ou administratif n'a été démontré pour imputer une quelconque responsabilité à l'État congolais. Donc, l'État n'a donc commis aucune faute. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, l'État congolais, en suivant la mission, en suivant la vision du chef de l'État et par le biais du ministère de la Santé, s'est conformé correctement à ses obligations. Même si nous, l'État, nous avons été invités en retard, nous, comme conseil, nous avons pris soin de suivre le médecin directeur de l'hôpital de référence de Tinkole, qui n'a absolument rien, je dis bien rien, reproché à l'État congolais. Même le médecin mis en cause, il n'a rien reproché à l'État congolais, tout simplement pour dire, et nous sommes fiers, comme l'État congolais a crié et a dit à l'audience de ce jour, que l'État congolais n'a commis donc aucune faute. Par conséquent, nous disons ceci, sur la faute professionnelle du médecin détachable du service. Monsieur le Président, votre honneur, distingué membre de la composition, la faute personnelle du médecin est détachable du service. La raison pour laquelle vous avez constaté, lorsque le gouvernement de la République a été informé de faits qui sont pratiquement inacceptables, les mesures ont été prises. Vous avez vous-même entendu par la voix, en commençant par le médecin directeur de l'hôpital de référence, les mesures qui ont été prises. On a parlé de l'inspection provinciale. Vous avez tous suivi. Nous avons tous dit les mesures qui ont été prises et le ministre de la Santé, à son tour, pour montrer son indignation, pour montrer que cet acte n'était pas cautionné par le gouvernement de la République, en gouvernement responsable, nous avons pris nos dispositions conservatoires. Voilà pourquoi nous disons ceci, Monsieur le Président. Le médecin prévenu s'est rendu coupable de violences physiques sur une patiente. Or, frapper une patiente ne relève en rien de l'exercice normal de la médecine. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le Procureur, vous comprenez avec nous pourquoi nous disons que frapper un patient ne relève en rien de l'exercice normal de la médecine. Il s'agit d'un acte volontaire. Vous avez constaté, Monsieur le Président, dans des vidéos que nous avons tous suivies, c'est le médecin lui-même qui a pris l'initiative sous prétexte qu'il devait se protéger. C'est lui-même qui a pris l'initiative. L'État congolais ne cautionne pas ce genre de comportement. Voilà pourquoi nous disons ceci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un acte volontaire. Il s'agit d'un acte brutal. Il s'agit d'un acte incompatible avec toute mission de soins. Une telle faute constitue en droit une faute personnelle détachable du service. Voilà pourquoi nous disons ceci, Monsieur le Président. Cette faute ne peut en aucune manière être attachée au service du médecin. Le médecin n'est pas là par rapport à la loi, par rapport à l'éthique.
Il n'est pas là pour administrer le coup. Voilà pourquoi nous disons ceci, Monsieur le Président, que cette faute, parce que nous sommes là pour la faute, nous ne sommes pas là pour parler des infractions, nous sommes là pour démontrer devant le tribunal que l'État congolais n'a commis aucune faute. Monsieur le Président, nous disons ceci, une telle faute constitue en droit une faute personnelle détachable du service. Conséquence juridique, lorsque la faute est détachable du service, la responsabilité du commettant ici, il s'agit de l'État, est écartée. Dans les cas d'espèce, on ne peut pas parler de la responsabilité de l'État comme civilement responsable. L'État n'a pas envoyé les médecins administrer des coups. L'État a envoyé les médecins soigner les patients. C'est ça la mission que l'État a confiée aux médecins. Et bien sûr, l'État a la responsabilité de mettre à la disposition de l'hôpital, à la disposition de médecins, tout ce qui est nécessaire pour permettre aux médecins, à l'hôpital, de faire correctement son travail. Ce qui est le cas dans le cadre de l'hôpital de référence de Kinkole, où nous affirmons haut et fort que l'État n'a commis aucune faute. Et l'État a mis tout à la disposition de l'hôpital général de référence de Kinkole. Voilà pourquoi, sans crainte d'être contredit, nous disons ceci, cette faute est détachable du service. La responsabilité du commettant, ici bien entendu l'État, est écartée. Seule la responsabilité personnelle de l'auteur est engagée. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, sur l'inapplicabilité de la responsabilité du fait d'autrui, prévue par l'article 259, pour que cette responsabilité pour fait d'autrui, pour que cette responsabilité puisse s'appliquer, l'agent doit agir dans le cadre de ses fonctions. L'agent doit agir dans le cadre de ses fonctions. Je vais donner un exemple. Je vais parler d'un magistrat qui va, de son propre chef, commettre ses infractions, outrepassant le cadre légal de son pouvoir, et venir par après soutenir que, parce que je suis magistrat, l'État congolais doit répondre de mes actes. Non! L'État congolais ne peut répondre des actes que si ces actes ont été accomplis dans le cadre de la mission vous confiée par l'État congolais. Donc, nous disons ceci. L'agent doit agir dans le cadre de ses fonctions et sans excéder les limites normales de celles-ci. Or, dans le cas d'espèce, nous avons tous constaté que le médecin, que ce soit les experts, que ce soit le médecin lui-même, tout le monde est conscient que le médecin est allé au-delà. Certains règles, le médecin a évoqué les raisons pour lesquelles il est allé au-delà. Mais nous, l'État congolais, nous disons, nous n'avons jamais... Il y a un cadre légal qu'il faut respecter. Le médecin n'a pas respecté ce cadre légal. Il a agi par excès. Il a agi par excès de zèle, par excès de pouvoir. Et cela ne nous engage pas, Monsieur le Président. Nous disons ceci. Le médecin est allé au-delà des limites normales. Or, au-delà des limites normales de celles-ci. Or, en l'espèce, le médecin a agi en dehors de tout cadre légal et professionnel. On nous a dit la loi, on nous a parlé de la déontologie des médecins, on nous a parlé des outils, de temps par rapport à la profession de médecin. Lui-même, le médecin est conscient qu'il est allé au-delà. Voilà pourquoi il évoque l'état de nécessité. Mais nous, l'État congolais, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, nous disons ceci,
qu'il est allé au-delà des missions que nous lui avons confiées. Son acte ne peut être considéré comme un acte de service. Nous ne pouvons pas considérer cet acte comme étant un acte de service. Il constitue une dérive individuelle, imprévisible et injustifiable. C'est une dérive. C'est un excès de pouvoir que nous ne pouvons pas justifier. Raison pour laquelle vous avez constaté que les autorités, le gouvernement de la République, le ministère de tutelle, tout le monde n'a pas appuyé, tout le monde n'a pas encouragé son acte. Voilà pourquoi nous disons que cet acte est une dérive individuelle, imprévisible et injustifiable. Donc, il y a rupture du lien entre le service et l'État. Il y a rupture. Nous n'avons jamais envoyé des médecins aller au-delà du cadre légal. Nous envoyons les médecins pour agir, pour se conformer dans ce qui est prescrit par rapport à la déontologie de médecin. Par conséquent, nous sommes en train de chuter, Monsieur le Président. Par conséquent, la responsabilité de l'État ne peut être engagée sur le fondement du fait d'autrui. Nous disons ceci, le dommage subi par la victime ne résulte pas d'un défaut de moyens, ne résulte pas d'une carence de l'État, mais exclusivement de l'acte personnel du médecin. Le lien de causalité entre l'État et le dommage est inexistant. Par ces motifs, plaise à votre tribunal de dire que les conditions d'application de l'article 259 et suivant du Code civil congolais ne sont pas réunis en ce qui concerne l'État congolais. Constatez que le médecin a commis une faute personnelle détachable du service. Dire que cette faute engage exclusivement sa responsabilité. Mettre hors de cause la République démocratique du Congo en sa qualité de civilement responsable. Dire que toute réparation doit être supportée par le prévenu. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le procureur, la loi est claire. On répond du fait d'autrui lorsque celui-ci agit dans le cadre de ses fonctions et non lorsqu'il trahit sa mission. L'État congolais a organisé, financé, équipé, mais il n'a jamais autorisé la violence. La responsabilité ne se délègue pas à l'innocent, elle s'impose à l'auteur. Je vous remercie. Merci, le tribunal vous prie. Sur Gondana, votre honneur. Nous avons 20 minutes. On n'a fait que 6 minutes, votre honneur. Maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez l'air qu'il est? Oui, votre honneur, on n'a fait que 6 minutes. Vous Regardez avez... la montre. Non, maître, il vous reste 3 minutes. Votre honneur. 3 minutes. Votre honneur. Maître, s'il vous plaît, vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes pour chuter. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Pour compléter mon estimé confrère après sa brillante plaidoirie, nous allons lire la doctrine. La doctrine enseignée par Niaberongo, citée par le professeur Kafuja Maneno dans son ouvrage Traité des droits judiciaires, tome 1. Il nous dit ceci par rapport à la responsabilité civile de l'État, bien sûr. L'État est en principe civilement responsable des dommages causés par ses agents dans l'exercice de ses fonctions. Point. Cependant, l'État peut être exonéré de ses responsabilités en cas d'abus de fonction lorsque l'agent commet une infraction pénale intentionnelle en dehors de sa mission sans autorisation et à des fins personnelles. Faut tenir au nom de l'instruction les après-midi. Mon estimé confrère a posé une question au prévenu. Avait-il la mission de taper sur un malade? Il vous a répondu sans embâche. Il vous a répondu non. Donc, votre honneur,
vous constaterez que le prévenu a agi au-delà de ses missions, les missions auxquelles l'État lui a assignées. Donc, le tribunal nous a cité comme civilement responsable en s'appuyant sur l'article 260. Et dans ce cas sous examen, ce n'est pas l'article 260 du Code civil libre 3 qui sera d'application, mais l'article 258. Parce que dans ces cas, les prévenus engagent sa responsabilité et pénale ainsi que civile. Nous avons dit sous réserve de nous faire compléter par notre Merci, Votre Honneur, c'est suffisant. Votre Honneur, la loi mère de notre pays, qui est la Constitution, dans son article 16, il nous dit ceci. La personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de le respecter et de le protéger. C'est ce que nous avons fait. Nous avons instauré un service administratif hospitalier qui fonctionne normalement, comme il se doit. Devant vous, nous avons posé la question à l'expert de savoir, et la question à la dame, de savoir si elle a été bien reçue et bien traitée. Elle a accepté. Nous sommes liés au service que le médecin donne à nos citoyens. Nous ne donnons pas mandat à un médecin ou à notre propre préposé de frapper ou d'utiliser un acte de violence, parce que nous, la République, nous avons comme mission de protéger nos citoyens. Et la Constitution nous le dit, clair et net. Donc, vous allez constater, Votre Honneur, que l'infraction commise par le médecin est détachable de l'administration hospitalière. On ne peut pas être responsable civilement d'un fait personnel, d'une personne consciente de ses actes, d'une personne qui s'est réveillée et a décidé de porter les coups à sa patiente. Votre Honneur, membre de la composition, nous ne sommes pas responsables de ces actes de violence. Parce que nous les avons donné mandat de protéger, de soigner et de répondre aux soins et à l'affection de la République. Nous sommes humiliés. Nous ne devons pas être tenus responsables. On nous cite ici, on nous a même, il y a eu même un clameur public quand je posais des questions. Votre Honneur, il y avait des hurlements. Votre Honneur, nous sommes humiliés, nous sommes insultés, nous sommes trahis par la personne que nous avons donné confiance. Et raison pour laquelle vous êtes là, pour rétablir cette confiance. L'État vous a mis là pour rétablir cette confiance. Alors, vous allez dire le droit. Vous allez nous détacher de toutes ces responsabilités civiles. Vous allez nous détacher de ça parce que nous ne sommes pas responsables. Je vous donne l'exemple. C'est pourquoi on dit l'éducation de base, ça commence par la maison. Et la République, l'État est là pour... L'État est là. Votre Honneur. S'il vous plaît. Personne ne mettra le mot dans ma bouche. Maître, vous pouvez retirer ça. Je défends mon pays. S'il vous plaît, maître. Qui vous Je plaise de défends retirer. mon pays. Monsieur le Président. Et ça n'engage pas. Oui, maître, qu'il vous plaise de retirer et de chuter. Vous aviez une minute. En Allez-y. chutant, votre honneur. Maître, votre attention, s'il vous plaît. Patience. On lui a demandé de retirer. Ce n'est pas important. Votre honneur, nous nous soumettons parce que nous avons le respect pour la cour. S'il vous plaît, maître, ne retardez pas le temps, le tribunal. Qui vous plaise de retirer. Par élégance de notre profession, je retire. D'accord. Voilà, Merci. mais le message est passé. Votre Alors, honneur. vous pouvez chuter, maître. En chitance, nous appartenons tous à l'État. Et nous avons l'obligation
de restaurer l'image de notre État. Parce que non seulement les fils aînés de cette nation travaillent dur pour restaurer l'image de cet État, et nous, ces proposés, nous devons suivre son exemple. Nous avons dit votre nom. Merci, le tribunal vous remercie beaucoup. Vous êtes allé à 5 minutes. Bien, la parole est maintenant au conseil du prévenu. 25 minutes. Maître, s'il vous plaît, faites preuve de discipline. Hein? N'allez pas au-delà de 25 minutes. Et si vous voulez, si 2 personnes doivent prendre la parole, 2 avocats, eh bien, organisez-vous de telle manière que vous puissiez rester dans le cadre de ces 25 minutes et vous impartir. Votre honneur, si je peux, avec votre indulgence, la partie prévenue fait face, curieusement, pour la première fois, à une partie qui lui est jointe, la partie civilement responsable. Donc nous devons répondre aussi, ça c'est un fait. Maître, Alors, vous avez 25 minutes, maître, pour répondre à... Nous avons au moins pour rencontrer les ministères publics, oui, les partis civils, oui, les partis civils et la République. Non. Vraiment, faites-les en 25 minutes, s'il vous plaît. On ne peut pas aller parce que la décision doit intervenir aujourd'hui. Mais en dessous, on peut prendre 30 minutes. Non, maître, restez dans 25 minutes. 5 minutes, là, je sais que vous êtes professionnel. Vous allez vraiment respecter le timing que vous impartez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, je suis heureux de certains noms ici cités. Je vais commencer par la fin. Demain, mademoiselle Moya Dorcas va quitter l'hôpital. Elle va quitter l'hôpital pourquoi? Parce qu'en arrivant au centre Diamant, tous les signes vitaux étaient stables. Il n'y a pas eu de signes des coups et blessures sur son corps. Son médecin, docteur Ilunga, par devant vous, vous a dit qu'on a pris soin d'elle que sur les soins complémentaires après les examens parce qu'elle avait une infection. À ce niveau, il y a lieu d'établir qu'il n'y a pas eu les effets, les conséquences des coups et blessures ou de la torture quelconque. Mais alors, qui est devant vous? Le ministère public nous a présenté un bandit. Le ministère public nous a présenté un criminel, un voyou. Et pourtant, c'est un père de famille, bien éduqué, dans une des meilleures écoles de ce pays, Collège Saint-Louis, de Kananga. Il a été le seul médecin envoyé par l'État congolais à Dimbelenge. Pendant le phénomène Kamwina Sapou, il est resté pendant 2 ans seul à l'hôpital pour soigner, pour sauver. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, vous avez devant vous un sauveur de vie. Vous avez devant vous un héros. Vous avez devant vous un homme qui a sauvé 2 vies. Et à ce titre, Monsieur le Président, il mérite Matondo. Il mérite remerciement. Et c'est le nom du procureur devant moi. Matondo Balanganaï. Matondo Balanganaï. Monsieur le Président, Balanganaï c'est quoi? Comptez-vous. Qu'on compte, nous avons combien de médecins? Sur 120 millions de Congolais, nous avons 50 000 médecins. On n'a même pas un médecin sur 70 000. Ce nom doit être interpellateur. Balanganaï, comptez-vous les médecins, vous êtes à combien? Pour qu'on envoie ces garçons, ces jeunes hommes, ce père de famille, cet homme de Dieu, serviteur de son État, qu'on puisse l'envoyer en prison, qu'on le condamne. Qui va s'occuper de ces malades? Ces malades le cherchent, ces malades ont besoin de lui. Qu'est-ce qui est arrivé, Monsieur le Président? Il est 17h35. L'hôpital reçoit mademoiselle Moya Dorcas. Pour quelle raison? Abandonnée par l'hôpital des religieuses
qui ont utilisé tous les moyens. Parce que ce sont des religieuses. Ce sont des femmes de Dieu. Elles ont tenté tous les moyens, toutes les méthodes, toutes les stratégies. Elles n'ont pas réussi. En tout cas, on s'en débarrasse. On transfère, elle arrive à 17h35. Le docteur Mangwaou arrive. Il la reçoit. On essaie de la prendre en charge. Elle refuse qu'on accède à ses parties intimes. En refusant, le travail était déjà dans le processus. Elle devait mettre au monde. Docteur Mangwaou réussit à la maîtriser. Elle met au monde. S'il vous plaît, retenez vos émotions. Hein? Retenez vos émotions. Laissez les avocats parler librement, calmement. Ne faites pas de commentaires. S'il vous plaît. Et faites preuve de discipline. Hein? On est aussi, ça les loter. Mais alors, maître, vous avez la parole, continue. Monsieur le Président honoré, membre de la composition, Dr Mangwaou arrive, il réussit à maîtriser la demoiselle. Elle accouche. Il y a une déchirure dans ses parties molles. Et là, il faut une intervention. Il faut réparer. Il tente par tous ses moyens. La dame l'insulte. Mon éducation ne me permet pas de reprendre les insultes qu'elle a proférées contre Dr Mangwaou. Et elle prend son pied. Il a mis sur la tête du docteur. Il lui asperge le sang. Le docteur est couvert du sang. Sa blouse est imbibée. Et le liquide amniotique bloque sa vue. Il doit partir. Il fait appel au médecin qui était aux urgences. Docteur Yanga, alias Yangabor. Les réparateurs d'école des femmes, le spécialiste, l'expert, il réussit à mettre la première suture. La dame aussi l'insulte, la dame aussi le tape. Et il lui dit, je suis le réparateur d'école des femmes, je ne peux pas résister. Docteur David, venez. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes médecin senior. Vous avez une expérience plus que nous. Et il arrive. Il essaie de lui parler. Et il lui dit, docteur, je suis d'accord. Touche-moi. Mais pas les autres. Que les autres quittent la salle. Pendant ce temps, les autres quittent la salle. Docteur reste. Il lui dit, laisse-moi te soigner. Laisse-moi te donner les soins. Elle refuse. Pendant ce temps, docteur met les watts. Le sang coule à flot comme un robinet. Et là, nous sommes à quelle heure? Nous sommes à 21h. Là, nous sommes à quelle heure? C'est 5 heures après. Et dans cet état, la dame refuse que j'utilise les matériels que j'ai. Et les matériels qui étaient en ses mains, ce ne sont pas les matériels contondants. Ce sont ses seuls instruments. Le journaliste a sa plume. Il a son micro. Le médecin n'a que les bistouris. Il n'a que les ciseaux. Laisse-moi introduire. Elle refuse. Docteur prend maintenant sa posture de père, de grand frère. Il voit une vie en train de partir. Est-ce que si la vie part, aurais-je l'occasion de garder l'enfant? Face à cette urgence des urgences, face à cette nécessité, on a utilisé tous les moyens, j'ai joué. Qu'est-ce qu'il faut? J'intimide un peu ma petite soeur. De la même manière qu'on nous intimidait pour prendre les vermoches quand nous étions enfants, de la même manière que le bébé, pour manger, on devrait faire entrer les couteaux et qu'est-ce que je dis, la cuillère dans la bouche. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le procureur de la République, nous ne sommes pas de la génération Android. Tous ici, nous avons subi les punitions de la part de nos parents pour manger ou pour avoir les soins. Et là, il intervient comme père de Dorcas Moya.
Alors, dites-moi, Dorcas c'est Moya. Moya en Swahili c'est quoi? Une seule. Elle est l'unique. Et pour elle, on doit sacrifier plus de 50 000 médecins pour 120 millions de Congolais. Monsieur le Président, monsieur membre de la composition, c'est là où il fait ses grimaces, la femme consent. Pendant ce temps, il y a une infirmière qui constate qu'on est en train de filmer. Elle dit ne filmez pas. Lui dit non, ici je suis dans un danger. Je cours le risque de ma carrière. Je cours le risque de ma vie. Laissez-la filmer parce que j'aurai besoin de cette preuve pour qu'au cas opportun, je puisse la brandir au cas où un drame survenait. Il fait son travail, la dame est calmée. Il termine. Le lendemain, il rentre chez lui. Mardi, la dame quitte l'hôpital après l'évaluation de notre médecin. Ce n'est pas nous. Mais là, ce n'est pas nous qui avons pris la vidéo. Et ce n'est pas nous non plus. Si vous regardez l'ordre de médecin, intervient pendant qu'il y a déjà eu déclenchement de l'action de filmer. Et il finit son travail. Il rentre chez lui. La dame est suivie par la stagiaire. Il dit docteur Akomona. Elle part avec sa mère. Elle part avec la grand-mère. Et c'est le mercredi. Dès connivence avec la famille, ils mettent la vidéo sur la toile. Ce docteur est surpris. Parce que ce sont les gens qui ont commencé à lui envoyer les vidéos. Le lendemain matin, il n'y a pas eu accusation, il n'y a pas eu plainte. Il s'est rendu seul à l'inspection du travail, de la santé. Et là, il dépose directement, le ministère public met la main sur lui. Monsieur le Président, je vais chuter pour laisser la parole à mes confrères. Je crains deux choses. Que le programme du président de la République, de la gratuité de la maternité, soit saboté. Soit saboté. Soit saboté. Et c'est le président de la République contre qui on va tirer une balle. Pourquoi? Parce que c'est la gratuité de l'enseignement qui a fait sa fierté dans le premier mandat. Le deuxième mandat, gratuité de la maternité. Et docteur courait contre le risque d'un décès maternel. Et il a évité. Deuxième crainte que j'ai, monsieur le Président, honoré membre de la composition, est que les médecins désormais disent, le corps médical, face aux caprices des femmes, face aux caprices des malades, nous n'allons pas les toucher. Parce qu'il est notre qui a pris tous les risques. Voilà là où il est. Je vais le faire compléter, monsieur le Président. S'il vous plaît. Maître Hans, vous avez déjà consommé 15 minutes. Oh non. Oui, il vous reste... Je parle que pendant 2 minutes. Je veux laisser au confrère pour aborder le fond. D'accord. Vous avez du tort. Et je me dis par rapport au fait que le ministère public a basé son réquisitoire sur des mensonges. Donc c'est aussi un problème. Parce qu'il ne fait que corroborer ce que la victime avait dit. Cependant, ce que la victime a dit, ce sont les mensonges. Quelles sont les évidences que nous avons en droit ici? Première évidence, que vous savez que non, la fille a été renvoyée du centre. Pour quel motif? Vous avez déjà des problèmes. Deuxièmement, il y a une autre évidence. La fille vient devant vous. Il y a 2 médecins qui ont précédé les médecins d'Afrique. Et ces médecins vous disent que nous n'avions pas eu une patiente ordinaire. Donc nous sommes dans un fin de cas précis sous généris. Sinon nous ne serons pas ici. Il y a un problème, ce n'était pas une patiente ordinaire. C'est une patiente à problème. Et je ne collaborerai pas. Elle ment, elle n'est pas... Donc on est dans un problème déjà de problème. Et moi je comprends que si chacun de nous se mettait dans cette situation, revenons dans le cas, dans le théâtre des opérations, mais dans la scène supposée de crime, on ne serait pas la même, on ne saurait pas dire ceci. Même en diamant, je viens de vous dire que non, voilà le même problème s'est posé. Donc
Même pour le simple anesthésie, on a eu des problèmes. Donc, c'est une évidence que nous avons des problèmes. Quatrième évidence, son transfert. Quand le médecin était en train de traiter, c'était à risque, c'était déjà, la personne avait perdu déjà autant de sang. Elle a combien de litres? 3 litres et demi. Pendant 3 heures, 4 heures, elle avait perdu combien de litres? Est-ce qu'on pouvait transférer? C'était un risque. C'était un risque de la transférer. Donc, c'était un état de nécessité que la jurisprudence, je vais évoquer tout de suite là, va vous parler. Est-ce qu'il y avait une nécessité de saturer? Oui, elle saignait. Et même le médecin qui a dit, a constaté qu'on a résolu le problème. 3, 4, 5, 4e évidence. Est-ce que le médecin a reconnu le fait? Oui. Pourquoi le docteur David a reconnu avoir donné des fessées qu'on est en train aujourd'hui d'aggraver? Vous savez, j'ai suivi le ministère public. Il ne parle que dans le limite de l'animus nocandi et necandi. Mais il y a un problème en droit. Le droit pénal a évolué. Il y a l'animus curandi. L'animus non curandi que le professeur Nabirungu a évoqué, mais qui n'a pas spécifié. La volonté de soigner. Qui justifie des fois, je peux vous lire ça, qui justifie des fois comment je vais dire, le recours à une certaine contention pour pouvoir administrer les soins. Est-ce que c'est là où le droit pénal a un problème? Parce qu'aucun acte ne peut être pris de manière isolée. Tout acte en droit pénal doit être l'intention. On ne peut pas dire seulement il a posé tel acte. Quelle était l'intention? Ça, c'est le droit pénal. Ça se repose là. L'élément moral. Est-ce qu'il avait la volonté de nuire? Non. Là, nous sommes tous d'accord. Il n'y a aucune volonté de nuire. La volonté, le but poursuivi, c'était l'intention de soigner et de donner la vie. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Sinon, aujourd'hui, si le docteur David n'avait pas soigné cette femme d'âme, si ce sang-là, l'hémorragie n'était pas arrêtée, est-ce que Diamant venait faire ce constat? Non. Donc, il y a cette volonté, là où le droit, j'ai apprécié beaucoup votre boulot, monsieur le ministre public, mais là où vous êtes arrêté, vous n'avez pas à provoquer les news, la news secourante. La volonté de soigner qu'on donne à un médecin, le médecin a l'obligation, pas seulement de pouvoir utiliser les moyens, même les résultats. Et cet homme, c'est un homme de Dieu. Tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui, oui, parce que vous en avez, mais mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place, là où elle était. Quelle était la solution pour sauver ces femmes? Qui a une autre solution ici? Il n'y en avait pas. Il faut être à sa place. Et les résultats qu'il nous a donnés aujourd'hui, nous pouvons que le saluer. Bien qu'il y a un acte, mais c'est l'intention de cet acte-là. On ne peut pas prendre un acte de manière isolée en droit. Tout acte doit être lié à son intention. Et la volonté de nuire, il n'y a pas. C'est là où les remparts, c'est là où il y a un problème en droit pénal classique. Et là où l'évolution est, c'est ce que là où le droit français, le droit belge dit, il y a cette volonté de soigner. Et il a soigné. Je crois que j'ai mis un peu de jalons. Je vais laisser le confrère descendre en droit. Oui, maître, dans votre discussion en droit, vous n'aurez plus que 5 minutes. Monsieur le Président, vous avez déjà consommé 20. Monsieur le Président, les droits constitutionnels garantissent les droits de la défense. Maître, s'il vous plaît, restez dans le cadre. On a accordé à chaque partie 25 minutes. Alors, restez dans vos 25 minutes, s'il vous plaît. Je sais que vous ferez preuve de synthèse et de résumé. Vous allez résumer les faits et puis, parce qu'il s'agit de la discussion en droit, vous pouvez aller à l'essentiel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers membres de la composition. Notre plaidoirie de ce jour commence par ces mots de l'un des meilleurs de l'école de Ribens et de Bayona Bameya et de mon grand maître Emmanuel Luzolo Bambile Sapéricles. Son nom c'est Jean-Marie Tassoki Manzeli. Qu'est-ce qu'il nous dit dans son ouvrage de procédure pénale? Il nous dit que l'enjeu majeur du droit pénal ne réside pas dans l'infraction, encore moins dans la condamnation pénale,
La première est déjà commise. La seconde demeure hypothétique. Cet enjeu réside premièrement dans les procès. Parce que les procès permettent la découverte et la manifestation de la vérité sur l'enchaînement dramatique qui a conduit à l'infraction. Davantage, l'enjeu du droit pénal réside dans cette ultime occasion accordée aux protagonistes du drame pénal de s'exprimer, surtout lorsque l'auteur des faits parle. Monsieur le Président, il y a eu clameur publique après les faits sociaux totaux globaux. On était en sociologie et maintenant nous aimerions dire les faits droits. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, en préliminaire, nous aimerions parler de la qualification du ministère public. Cette qualification qu'on qualifie en droit d'incompatible, en droit pénal moderne, les qualifications acceptables, ce sont les qualifications compatibles. Qu'est-ce qu'une qualification incompatible? En droit pénal, les compatibilités juridiques résultent de la décision de qualification. Elles surviennent lorsque des qualifications ne peuvent pas être appliquées aux mêmes faits sur la base de la définition. C'est là qu'on parle de l'incompatibilité alternative et de l'incompatibilité non alternative. J'étais estomaqué de me trouver devant les mêmes faits qualifiés de coups, mais que le ministère public tente de qualifier tantôt de torture, tantôt de coups et blessures aggravés, tantôt de meurtre, mais que la vérité, avec l'évolution, il y a eu fuite en avance. Monsieur le Président, vous devez constater que les deux qualifications sont incompatibles en droit. Pourquoi? Parce qu'on dit les qualifications incompatibles, c'est lorsqu'on est en face de deux infractions, c'est-à-dire des mêmes faits qualifiés de deux infractions ayant les éléments constitutifs différents. Ici, on parle de torture. Quand on parle de torture, l'intensité des coups dans les tortures n'ont pas la même intensité lorsqu'on parle de coups et blessures. Là, c'était les évidences. Je voulais commencer par là, afin de recadrer, pour dire que, dès le départ, la qualification telle que présentée par le ministère public est incompatible. Maintenant, nous commençons avec l'infraction. Résumez, vous n'avez plus... Normalement, vous avez déjà épuisé votre temps. 5 minutes. Mais le Président vous accorde 5 minutes. Ce que j'ai dit ici, ça contribue à éclairer les tribunaux. Oui, mais restez dans le cadre. Vous avez 5 minutes encore. Je commence avec... 5 minutes, on va vous retirer la parole. Je commence avec la première infraction. Cette infraction qui était autrefois sur les pieds de l'article 360, mais c'est par magie que nous constatons qu'il y a eu l'évolution des qualifications. Et je me demande si en droit, le ministère public peut évoluer avec les qualifications pendant que le juge est déjà saisi. Que cela ne tienne. L'article 372 évoqué. D'abord, c'est sur le paragraphe intitulé de l'enregistrement des images relatives à la commission des infractions. On vous dit constitutif d'un acte de complicité, des atteintes volontaires à l'intégralité de la personne, le fait d'enregistrer sciemment par personne, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions. Ici, on dit premièrement, c'est le fait d'enregistrer. On enregistre quoi? Quelqu'un qui est en train de commettre une infraction. Donc l'infraction ici, d'abord, dès le départ, consiste en quoi? C'est-à-dire c'est la personne qui enregistre. Il enregistre quelqu'un en train de commettre une infraction. Juste avec le premier alinéa, nous pouvons constater que lui, que vous qualifiez qu'il était en pleine commission de l'infraction. Donc, la personne qui a filmé n'est pas là. Qui a filmé la commission de cette infraction n'est pas là. Première évidence. Deuxième évidence. Donc, je pars à l'alinéa 3. On vous dit que le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, soit lorsqu'il est réalisé afin de servir de preuve en justice. Le ministère public vous a dit que le premier alinéa, il n'a pas eu le temps de lire deuxième alinéa, troisième alinéa. Ici, nous aimerions démontrer, noir sur blanc, que d'ailleurs, notre client, deuxième alinéa, parle de c'est la personne qui publie
qui est condamné. C'est le cas dans les dossiers devant la haute cour militaire de Porsche. Les colonels étaient poursuivis pour la prise des images. Et arrivé devant les juges, on a établi noir sur blanc que le colonel n'a jamais publié les images et il n'est pas complice de cette disposition. Et en cas essayant, il a été acquitté devant la haute cour militaire. Et aussi surabondamment, vous allez constater ici, parce qu'ils ont évoqué pourquoi les médecins avaient demandé d'enregistrer. Les derniers alinéas nous soutiennent pour dire que cet enregistrement était dans le but de s'en servir devant les juridictions judiciaires. C'est-à-dire, même si vous lisez ici, vous allez comprendre, on vous dit que cette infraction n'est pas applicable dans cette circonstance. Deuxième infraction, les coups et blessures. Les coups et blessures, ici nous allons plus discuter sur l'élément intentionnel. Est-ce que le médecin avait-il l'intention de faire du mal? Parce que j'ai vu le ministère public essayer d'interpréter la loi de manière sélective, en nous disant que c'est dans la manière d'administrer qu'on doit établir la volonté. Non! L'infraction des coups et blessures doit avoir une intention. Et cette intention, c'est de faire du mal. Nous avons suivi la vidéo que les fessées administrées à cette prétendue victime, il y avait même des paroles pour lui demander de monter afin de faire quoi? D'être traité et sauvé. C'est l'animus curandi. Monsieur le Président, en source de cela, premièrement, nous parlons des fondements même des infractions. Le ministère public s'est présenté devant vous de manière aléatoire. Aucune preuve n'a été versée au dossier pour établir la culpabilité du médecin. Entre autres, en rapport avec la publication du vidéo, le ministère public ne nous a pas dit où est-ce qu'il a obtenu cette vidéo. Deuxième question, le ministère public ne nous a pas dit cette vidéo a été examinée dans quel laboratoire et quelle expertise a été dégagée à la suite de l'examen de cette vidéo. Troisième évidence, le ministère public ne nous a pas dit qui a publié les vidéos et où et quand et c'était pour quelle intention. Nulle part le ministère ne nous a pas dit ça. Donc au regard de cela, il n'y a pas de preuve parce qu'en droit, actori incumbit probation. Reus in expiendo fit actor. La preuve, le ministère public a l'obligation de prouver la preuve des éléments constitutifs et la preuve des éléments moraux. Parce qu'elle n'est pas les prouver, on tombe dans ce que nous appelons in dubio pro reo. Les doutes profitent à l'accusé. Monsieur le Président, en dessous de cela, nous allons présenter devant vous les causes d'irresponsabilité pénale. Non, mettez ça dans votre note de plaidoirie. Mais Monsieur le Président, dans votre note. Le jugement sera rendu aujourd'hui. Comment nous allons mettre ça dans la note de plaidoirie? Alors, vous n'aurez pas le temps de répliquer. Non, l'essentiel d'abord c'est de défendre notre... Non, maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand même. On accorde 25 minutes au ministère public, qui a pris certes 30. Vous venez de faire 30 minutes. Nous rencontrons... Voilà, du côté de la partie civile, 25. La République a fait 25. Vous avez eu 30 minutes et vous voulez continuer parce que dès que vous parlez, vous irez jusqu'à... Nous rencontrons 3 parties, Non, non, s'il vous plaît. Le tribunal avait déjà répondu que même si vous êtes en présence de 3 parties... Bon, j'aimerais survoler dans 5 minutes, on termine. 5 minutes, ouais. N'allez pas au-delà de 5. Nous savons comment nous allons compenser. Voilà, Monsieur le Président. Nous parlons du cause de responsabilité pénale. Les causes que nous avons retenues ici résident à l'article 23-3 du Code pénal congolais. Depuis 2015, la loi congolaise a introduit dans le Code pénal les causes de responsabilité pénale parce que beaucoup estiment que c'est la doctrine. Non, c'est la loi pénale à son article 23-3. Il parle de l'état de nécessité et de la contrainte irrésistible. Et l'état de nécessité ici
comme vous avez dit, on n'a pas le temps de lire, vous allez comprendre que les médecins, ou bien une personne qui veut recourir à l'état de nécessité, ou à des contraintes irrésistibles, doit se trouver dans des circonstances où il y a un intérêt supérieur à sauvegarder. Et l'article 23 met en exergue la vie. L'article 23 vous dit, pour sauver la vie, la personne doit faire recours à n'importe quel moyen afin de préserver la vie. C'est le cas de notre client devant vous. On vous dit qu'il y avait deux possibilités et les deux possibilités étaient impossibles parce qu'il n'y avait que 2 heures du temps. Première possibilité, on vous dit que le transfert n'était plus possible. Ce n'est pas nous, c'est les médecins qui ont témoigné devant vous. Deuxième possibilité, l'anesthésie générale. On vous a dit qu'on ne pouvait pas donner l'anesthésie générale parce que ça pouvait causer la mort à l'immédiat parce qu'on ne connaissait pas les tableaux cliniques de notre client. Donc, il n'avait plus autre moyen de faire que de recourir à cet état de nécessité. Comme je ne peux pas lire et aller au-delà, je peux demander pour la 3e infraction qu'on peut analyser par l'autre confrère. Non, bon, pardon, monsieur le Président. En 1 minute, Maître Faustin, vous avez 1 minute pour dire si elle est établie ou non. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, l'élément temps, c'est un élément très important. Non, ce n'est pas par une simple coïncidence que notre client porte le nom de David. David, c'est un vaillant héros. Et nous voulons vous dire, Monsieur le Président, nous voulons d'abord faire rappeler au ministère public j'aimerais analyser directement, aller tout droit. Il y a eu tentative de meurtre, tel que lui-même, il l'a pu abandonner, mais nous allons partir directement à la torture. Je ne serai pas là, Monsieur le Président, mais je crois l'article 48 du Code pénal, bis, nous dit clairement des manquements, des éléments manquants de l'infraction des tortures. S'il y a bel et bien des fessées qui ont été administrées à la patiente Dorcas, mais il est aussi des droits, parce que nous ne pouvions pas agir sur base des émotions. Il est aussi des droits que nous puissions acter qu'il y a eu des éléments manquants dans le chef de l'établissement de cette infraction. Il faut premièrement qu'il y ait que cette torture, cette administration de fessées doit avoir les éléments constitutifs pour que cette dernière soit retenue. Et le premier élément, il s'agit de renseignements. Il faut administrer de fessées pour obtenir des renseignements. Et dans le cas sous examen, Monsieur le Président, vous allez le constater que ce n'était pas dans le but d'avoir des renseignements. Et bien que le ministère public l'aurait dit que c'était pour qu'elle puisse se soumettre. C'est bien de dire qu'elle puisse, pour qu'elle ne puisse pas se soumettre, mais ce n'est pas ce que la loi prévoit. La loi prévoit que ce fessé soit dans le but d'obtenir des renseignements, d'obtenir des aveux, de détruire la personnalité de la victime et aussi de torturer l'individu ou le groupe social auquel il appartient. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, comme il est de droit et que nous ne pouvons pas user de votre temps, voilà un peu des mots, nous avions voulu démontrer ces éléments manquants qui ne fait pas que cette infraction soit établie. Nous avons dit. Merci le tribunal. Maître, vous n'avez, s'il vous plaît, n'abusez pas, maître, s'il vous plaît. Monsieur, non, maître, s'il vous plaît, le tribunal ne va pas vous écouter. Juste une minute. Le tribunal ne va pas vous écouter. Monsieur le Président, juste une minute. S'il vous plaît, juste une minute. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Par ce motif, avant que je dispose, je voudrais attirer l'attention du tribunal pour faire voir au tribunal que les experts ont parlé en médecine, la rue a parlé. Et il est question maintenant que les experts en droit puissent parler, le technicien et le professionnel. Il s'agit ici, Monsieur le Président, de deux sciences
qui se tiennent l'une en face de l'autre sans pouvoir se convaincre. En tout cas, ils se donnent le coup. C'est la médecine et le droit. Je suis sidéré. D'abord de constater que le ministère... Vous étiez en train de disposer. Bien évidemment, Monsieur le Président. Allez-y, disposez, maître. Vous risquez de... Merci, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais souffrez seulement d'aller à l'essentiel. Merci, Monsieur le Président. Par ces motifs, il convient de dire et juger que le fait reproché ne constitue ni torture, ni coup et blessure, ni encore moins tentative de meurtre, même si le ministère public a expressément oublié, et ne constitue pas une atteinte à la dignité. Et je cite par une célèbre pensée d'un de grands savants, Emmanuel Kant. Il dit: devant cette évidence, agis selon la maxime que tu peux vouloir devenir une règle universelle. Monsieur le Président, dans le cas en présence, nous voudrions de médecins qui, face à ces dangers imminents, laisser le malade mourir, ou nous voudrions tout simplement de médecins respectueux de tests et de la déontologie plus que la vie humaine. Parce que nous avons appris en droit pénal que la seule valeur ultime et la grande protégée par le droit pénal, c'est la vie. Mais est-ce qu'il n'est-il pas plausible que le droit pénal lui-même puisse protéger ce qui sauve, ce que le droit pénal protège, donc la vie, sous réserve d'être complété par les corps? S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, vous êtes en train d'abuser. La parole est au ministère public. Plaise à votre tribunal d'acquitter notre client, de dire ce fait non établi, en fait comme en droit, et de prononcer l'acquittement de notre client. Quant aux intérêts civils, vous allez constater que si votre tribunal passera outre, parce que je ne sais pas par quelle magie, Monsieur le Président, arriver à condamner notre client, Monsieur le Président, notre client va bénéficier des rares circonstances atténuantes, mais aussi, il n'a pas agi, Monsieur le Président, en tant que fonctionnaire de l'État, si votre tribunal, par magie, arrivera à tenter d'établir cette infraction, le dommage d'intérêt ne sera pas à la charge de notre client, parce que notre client n'a commis aucun fait infractionnel pour que cette infraction puisse aboutir au paiement des dommages et intérêts. Donc, c'est l'État congolais qui sera responsable. Nous avons... Maître, merci beaucoup. Le tribunal a noté que vous sollicitez des circonstances atténuantes en faveur de votre client. Nous allons parler. Maître. Bien. Votre honneur, je prends une observation, s'il vous plaît. Ouais. Nous sommes de la défense. S'il vous plaît. Nous sommes de la défense. Nous sommes de la défense. Et nous faisons face à beaucoup, tel que nous avons programmé notre défense, mais nous sommes de la défense. Vous nous accordez, nous sommes confrontés à 3 parties. Et vous nous donnez le même minute. Ça s'est passé, excusez-moi. En tout cas, votre honneur, s'il vous plaît, les droits de la défense doivent être garantis. Maître, vous avez commencé à prendre la parole à 16h47. Je vais rencontrer, pour chuter, nous voulons rencontrer la partie civile. Non, maître, s'il vous plaît, maître Hans, le tribunal ne vous écoutera pas. Vous savez, plus le serpent est long, il finit par se mordre. Ok, nous sollicitons, écoutez, je dispose, nous sollicitons l'acquittement pur et simple pour le fait que l'élément intentionnel fait défaut. Et de l'autre côté, le cas d'espèce, il n'a pas publié, et cela est avéré. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Vous renoncez aux circonstances atténuantes? On n'en a même pas, je crois qu'il y a un lapsus. D'accord, merci. Le ministère public, vous avez réplique pendant 5 minutes. Monsieur le procureur, n'allez pas au-delà de 5 minutes, parce qu'il va falloir revenir ici pour le prononcer. 5 minutes, pas au-delà. Nous avions cru que c'était 10 minutes. Monsieur le Président, distingué membre de la composition,
Avant d'arriver ici, j'ai rencontré un Quinois en passant qui me dit « Monsieur le procureur, avocat a prévenu Mobondole ». Il n'avait pas tort parce que il faut saluer la qualité de débat. Le débat est très élevé. Mais dans ce débat, je retiens une chose. De toutes les interventions du prévenu, ici, c'est le prévenu l'héros. Ici, c'est le prévenu le sauveur. Ici, Dorcas, c'est une fille à problème. Là, ce sont leurs propres mots. C'est une fille à problème. Ici, l'on affirme que le médecin aurait droit à procéder à des fessiers. Sans prouver sur base de quoi? Parce qu'il s'est défilé ici des médecins qui ont tous été unanimes pour dire que c'était faux. L'absence d'éléments intentionnels. Nous lisons Boni Chisou qui dit l'intention d'attenter à la personne d'autrui est requise pour l'établissement de l'infraction. L'auteur doit avoir agi avec l'intention d'attenter à la personne physique d'autrui. C'est-à-dire qu'il doit avoir eu la volonté de causer la blessure ou de porter des coups. Dans les cas sous examen, nous vous disons que oui. Pourquoi? Le docteur David savait que lorsqu'il accouchait, venait à accoucher en difficulté, il y a deux possibilités. Soit l'on peut procéder à l'épisiotomie, soit elle va forcer la voie et elle aura des déchirures au niveau des parties molles ou dans le col utérin. Lorsque c'est dans le col utérin, la douleur est moindre. Lorsque la déchirure porte sur le périnée, la douleur est atroce. Il est censé administrer des anesthésies locales, des anesthésies à bas prix, des lidocaïnes, qui coûtent à peine 6 000 francs, dont il disposait à l'hôpital, parce qu'il a été prouvé par l'État, ici présent, qu'ils avaient reçu un lot important de médicaments. Le docteur David n'a pas dénié, lui, en tant que médecin responsable, parce qu'il s'était vanté d'être ce jour-là le responsable, il ne pouvait même pas appeler le docteur, le médecin directeur. Mais il n'a pas pris les soins de pouvoir prévoir des anesthésies, ne serait-ce que très très basses, pour parer à ce genre de situation. Et il porte des coups pour prétendre n'avoir pas eu l'intention méchante d'administrer des coups. Ils sont allés un peu plus loin, Monsieur le Président, pour nous intimider comme quoi ces procès créeraient un précédent. Le médecin aurait peur de nous soigner lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation. Non, les mauvais médecins. Parce que les bons médecins est régi par l'ordonnance 1358 du 30 avril 1950. Et l'article 1er de cette ordonnance dit ceci. L'exercice de la médecine est un ministère. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toutes circonstances le devoir primordial pour le médecin. Donc un bon médecin n'a pas besoin de se référer à ces procès pour venir soigner ou venir aider une patiente ou un patient en difficulté. En parlant de l'enregistrement, ils se sont même permis, voyez comment c'est vraiment grave, ils se sont même permis de légitimer par des propos très cohérents le fait pour Dr David d'avoir filmé une femme nue. On dit c'est le devoir d'information, alors que ce médecin est géré par une ordonnance qui, à son article 5, dit ceci: les secrets professionnels s'imposent à tout médecin, sauf dérogation établie par la loi. A-t-il le droit de publier la nudité d'une femme d'autrui ou d'un enfant d'autrui? Non. Mais ici, l'on vous fait croire qu'il avait ces droits-là de pouvoir filmer la nudité d'autrui pour besoin d'information. Nous disons que vous n'allez pas en tenir compte. L'on vous a également évoqué l'article 23 d'une certaine loi qu'ils ont dit qui donnerait aux médecins le droit de recourir à tout moyen pour parvenir à ces fins. Nous ajoutons pour eux tout moyen légaux. Tout moyen légaux. Pas n'importe lequel. Sinon, la déontologie n'aurait pas prévu la décharge à faire signer
ainsi de suite. Donc, Monsieur le Président, vous allez comprendre que tout ce que venait de faire tout à l'heure le prévenu à travers ses conseils était une démarche désespérée. Vous allez donc reconduire in toto notre réquisitoire à court, nous avons dit. Merci, monsieur le procureur. Maître, vous intervenez pour le compte de la partie civile? Bien, organisez-vous parce que vous avez 5 minutes. 5 minutes. S'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Oui, maître, 5 minutes, organisez-vous. Si vous prenez toutes les 5 minutes, vos confrères n'auront plus rien à dire. Nous saurons comment gérer nos ministres. D'accord, allez. Monsieur le Président, nous avons entendu la partie prévenue qui tentait de vous faire croire que vous êtes en face d'un sauveur. Monsieur le Président, nous nous rétorquons en disant que non, vous n'êtes pas en face d'un sauveur, Monsieur le Président. Pourquoi, Monsieur le Président? Une femme qui vient d'accoucher, elle est faible, elle est vulnérable. Mais que fait le médecin? Il la frappe, il l'intimide, il la terrorise, Monsieur le Président. Ce n'est pas de la médecine, mais c'est de la violence, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai entendu la partie prévenue dire qu'il y avait urgence. Monsieur le Président, depuis quand que l'urgence autorise-t-elle la brutalité? Monsieur le Président, si vous acceptez cette thèse, Monsieur le Président, demain, frapper deviendra un acte médical. Monsieur le Président, demain, frapper, Monsieur le Président, ou la paire. Laissez-moi parler, non? Monsieur le Président, la médecine est une profession noble, mais elle cesse de l'être lorsqu'elle humilie, lorsqu'elle intimide, lorsqu'elle viole, Monsieur le Président. Mais ici, Monsieur le Président, le médecin a violé. Qu'est-ce qu'il a violé? Il a violé la dignité humaine. Monsieur le Président, ce médecin prévenu par devers vous doit subir la rigueur de la loi. J'aimerais placer quelques mots par rapport à la République qui a semblé s'écarter de sa responsabilité, Monsieur le Président. Le concept et sur dispositif prononce des jugements dans cette affaire dont les dispositifs et par ces motifs. Les tribunaux statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu David Balanganaï d'une part, et d'autre part à l'égard du parti civil Fiot-Claire et ainsi qu'à l'égard de la partie civilement responsable République démocratique du Congo. Vu la loi organique numéro 13 par 011-B du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ses articles 85, 103, 107 et 108. Vu le Code des procédures pénales, spécialement son article 69, vu l'ordonnance loi numéro 78-01 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, spécialement ces articles 1er, 2e, 6e, 8e, 9e et 10e. Vu le Code
pénal livre 1er, spécialement ses articles 15, 24 et 42. Vu le Code pénal livre 2, spécialement ses articles 43, 46, 47 et 48 bis. Vu l'ordonnance loi numéro 23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique, spécialement son article 372. Vu le décret du 30 juillet 1888 portant sur les contrats ou obligations conventionnelles, spécialement son article 260. Les ministères publics entendus. Dit non établis, en fait et en droit, des infractions des tortures et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge du prévenu prénommé. En conséquence, l'en acquitte et le renvoie libre de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Disqualifie l'infraction de coups et blessures volontaires aggravées, initialement mise à la charge du prévenu, en infraction des coups et blessures volontaires simples, et dit celle-ci établie en fait et en droit. En conséquence, les condamne à 2 mois de servitude pénale principale, assortie d'un sursis de 1 année. Statuant sur l'action civile de Mme Fioti Claire et de M. Kidim Makongolo Jean, déclare irrécevable l'action civile de Mme Fioti Claire pour des raisons susventées. Et vous retrouverez dans la motivation du jugement, parce qu'on est sous dispositif. Déclare par conséquent, déclare à l'opposé recevable et fondée l'action civile de M. Kidim Makongolo Jean. Y faisant droit, condamne ex aequo et bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 2 500 000 francs congolais au profit de M. Kidim Makongolo Jean pour tous les préjudices subis. Condamne d'office ex aequo et bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 3 500 000 francs congolais au profit de Mme Moya Moulema Dorcas pour tous les préjudices subis. Condamne le prévenu David Balanganaï Kayembe au tiers des frais de la présente instance, payable dans les délais légaux de 8 jours ou à défaut subir 10 jours de contraintes par corps. Dit que le présent prononcé vaut signification à l'égard de toutes les parties. Mais les 2 tiers des frais de la présente instance à la charge du trésor public, ainsi jugé prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kikolo, siégeant en matière répressive au 1er degré, à son audience publique du 3 avril 2026, à laquelle ont siégé les magistrats Pascal Montombi, président des chambres, Emen Toto Zola et Alphonse Luboya Chibwabwa, juge, avec le concours du magistrat Matondo Jean-Paul. Du magistrat Jean-Paul. S'il vous plaît, j'ai besoin de la lumière. Hein? Jean-Paul Matondo. Pukuta. Officier du ministère public et l'assistance de M. Boniface Claudie Kapena, greffier du siège.
Monsieur la partie civile, vous avez suivi la culture. Monsieur David, les tribunaux les ont condamnés à 2 mois de servitude pénale, c'est-à-dire 2 mois d'emprisonnement. Mais que vous n'allez pas exécuter maintenant. C'est-à-dire que les 2 mois-là sont assortis d'un sursis d'1 année. Ce qui, dans le délai d'1 année, au Zongeli sous Makamboana, le bénéfice du sursis sera révoqué de plein droit. Et on va vous reprendre et vous allez faire 2 mois de servitude pénale. Là, vous allez faire la prison. Pour le moment, le tribunal vous a condamné. C'est une condamnation, mais assortie d'un sursis. C'est-à-dire pendant 12 mois, si on vous retrouve, si vous récidivez, vous irez immédiatement en prison. Lorsque nous avons statué sur l'action de la partie civile, nous avons dit que Mme Fioti Claire n'avait pas le droit de représenter la dame qui est manifestement majeure, parce que nous n'avons pas de preuve de sa minorité. Étant donné qu'elle n'est pas prévenue, elle ne comparaît pas comme prévenue, elle ne peut pas bénéficier du bénéfice de l'article 106, qui dit qu'en cas de doute entre la minorité et la majorité, ça c'est lorsqu'il est poursuivi comme a prévu. Donc, Mme Fioti-Claire, nous avons déclaré irrecevable son action civile. Mais, à l'opposé, nous avons accordé, nous avons condamné la République à allouer des dommages et intérêts à M. Guidi, qui est son nom, à lui allouer la somme de 2 500 000, si je m'abuse. Et à Mme Fioti-Claire elle-même, compte tenu, c'est suite à ce qui s'est passé que ces images intimes ont été diffusées. Nous l'avons condamné, nous avons condamné la République à 3 500 000 francs à son projet. Ce dossier, par rapport à vous, est clôturé par rapport à l'action civile palestinienne. Mais quant aux personnes, aux autres complices, c'est au ministère public de voir s'il fait poursuivre la personne qui a procédé à la publication de cette vidéo compromettante. Et voilà, c'est ce que nous avons dit. Quant aux frais de l'instance, vous allez pendant 8 jours. Le greffier va calculer les frais, ça s'élève à combien? Vous payerez seulement un tiers de ces frais. Vous aurez 3 jours pour le faire, 8 jours. Si au bout de 8 jours, vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas, vous irez en prison pendant 8 jours. Vous allez faire la contrainte par corps. Et la contrainte par corps, c'est souvent 10 jours. Mais vous avez déjà fait 10 jours. Alors, quant à la République, elle va payer le tiers. Voilà le jugement que nous avons prononcé. Eh bien, j'ai prononcé ici vos significations. Votre regard à l'égard des partis civils et même du ministère public qui est toujours présent avec nous. Parce qu'on ne peut pas prononcer un dossier sans le concours du ministère public. Lui, rien n'étant, voir l'audience se lever.